Donc du coup, Morgan, ouais, toi, t'es médecin du sport, et dans le MMA, plus particulièrement. Ouais, exactement. Alors moi, je suis médecin généraliste, Ouais. parce que pour être médecin du sport, il faut d'abord passer par la case de médecine générale, ce qui va changer. Maintenant, on aura les prochains médecins du sport devront choisir de façon exclusive la médecine du sport, et donc renoncer à la médecine générale. Ce qui, à mon sens, est dommage parce que le fait de pouvoir être médecin généraliste et médecin du sport, ça permet d'élargir le champ de ce que tu fais. Mais donc voilà, moi je suis bien médecin généraliste. Je suis pas installé, j'ai de la médecine, je fais de la médecine en remplacement, un petit peu en cabinet, mais surtout je fais beaucoup de remplacements à SOS médecin, ce qui me permet en fait d'avoir de cumuler plein d'expériences diverses et variées. Et sur le versant médecine du sport, effectivement, je suis dans la Fédération française de MMA, et donc en fait, je médicalise les compétitions de MMA en France. Qu'est-ce qui t'a mis là-dedans? T'as toujours voulu te mettre dans le MMA ou c'est Eh ben écoute, j'ai pas toujours voulu me mettre dans le MMA. Moi, je suis, ça fait bon, je suis plus ou moins sportif depuis toute ma vie, et en fait, j'ai toujours voulu mêler l'utile à l'agréable. Donc, j'ai su assez tôt, quand j'ai fait de la médecine, que je voulais faire de la médecine du sport. Alors, quand j'ai vraiment commencé médecine, je voulais faire de la chirurgie, mais la chirurgie, c'est renoncer à sa vie. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils font que ça, malheureusement. Et en fait, moi, je me suis vite rendu compte que je tenais trop à mon mode de vie, notamment en incluant le sport, et que donc c'était non pour la chirurgie, et c'est de là que j'ai bifurqué en me disant je vais faire de la médecine générale parce que j'aime tout dans la médecine, et de la médecine du sport. Et petit à petit, un jour, tu sais, j'ai découvert les sports de combat avec notamment la boxe thaï, Mhm. et c'est là que j'ai vu que bon, le MMA prenait de l'ampleur. Ça s'est légalisé en France, tu sais, en termes de compétition, récemment, il y a quelques années, c'est tout récent. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça peut être sympa de rejoindre la fédération de MMA. Je l'ai rejointe et depuis, voilà, je suis dans l'équipe. En 2020 ou un peu après? Je l'ai rejointe non, non, un petit peu après, parce que en 2020, j'étais encore interne. Ok, Je l'ai rejointe en 2023. d'accord, ok. Ouais, donc c'était il y a 2 ans, quoi. C'était il y a 2 ans, ouais. Parce que je voulais te demander si ça avait, si je sais pas si le rôle de médecin dans le MMA avait pu évoluer au cours des dernières années. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, c'est récent la légalisation du MMA et peut-être que ça se structure un petit peu mieux à ce niveau-là ou pas, justement. Ouais, exactement. En fait, celui qui est en charge de la structure, comme tu dis, sur le plan médical, c'est le médecin fédéral de la fédération de MMA. Donc fédération de MMA, c'est FMMAF, fédération de MMA française. Et donc c'est le docteur Jean-Marc Sen, qui est le médecin qu'on a l'habitude de voir sur tous les événements. Celui qui a arrêté par exemple le combat avec Benoît Saint-Denis. Mm. Moi j'étais Avec à qui côté, mais t'étais, ouais, c'était t'étais à côté. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, dans ces événements-là, moi, j'étais le médecin de coin. Je pourrais revenir sur l'organisation si tu veux un peu après, mais c'est lui qui est le head doctor, le médecin en chef, et donc qui s'occupe des décisions importantes, tu vois. Voilà. Et donc en fait, c'est lui qui s'occupe de la structure médicale, et qui fait évoluer ça et qui veille à ce qu'il y ait une uniformisation des pratiques dans la médicalisation du MMA en France. Ok. Et alors toi, du coup, c'est quoi ton rôle, ouais? Bah écoute, bon déjà moi si je suis arrivé dans la médicalisation, c'est parce que Jean-Marc Sen m'a accepté Ouais. après que j'ai demandé. Et en fait donc nous le rôle, donc déjà tu vois il y a ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la médecine du sport, dans le MMA ou dans les sports de combat, il n'y a pas des médecins de club comme tu pourras avoir dans le rugby, dans le foot ou dans d'autres sports, ou même dans le judo et compagnie. Là, vraiment, on est des médecins pour des compétitions. Donc en fait, on arrive et schématiquement, il y a trois phases. La première phase, c'est la phase pré-fight. Ça veut dire que en France, du coup, grâce à cette structure de MMA, pour que les athlètes puissent combattre, on les check sur le plan médical avant, et donc on s'assure en fait qu'ils aient, on leur demande un certain nombre d'examens. C'est-à-dire que premièrement, on leur demande, donc pour leur sécurité personnelle, s'assurer qu'ils fassent pas un arrêt cardiaque sur place, tu vois, on s'assure qu'ils aient un électrocardiogramme normal. On leur demande un fond d'œil. Donc le fond d'œil, c'est pour s'assurer qu'ils ne fassent pas notamment un décollement de rétine. Je sais pas si tu as suivi, mais c'est ce qui est arrivé à Ibra TV. Oui. Il devait combattre et en fait il a pas pu parce qu'il s'est fait un décollement de rétine. Donc le fond d'œil te permet d'assurer qu'il n'y ait pas de facteur de risque au préalable.
On leur demande évidemment un certificat médical de leur médecin qui les a examinés sur le plan général et qui n'a pas décelé de contre-indication. Et enfin, pour la protection des autres, on demande une prise de sang qui date de moins de 3 mois, donc il faut les répéter de façon assez, de façon répétée, et de manière justement à pas transmettre des maladies potentiellement graves. Transmissibles par voie sanguine, donc l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. T'imagines si toi tu combats et en fait un mec te transmet le VIH, c'est hors de question, en tout cas en France, c'est pas quelque chose qui doit arriver, donc on est vraiment très strict là-dessus. Donc ça, si tu veux, c'est le voilà. Et d'ailleurs, quand les athlètes ont plus de 32 ans, on leur demande en amateur de faire un test d'effort. Et en professionnel, une angio IRM cérébrale, d'accord? Donc on leur demande de faire une IRM cérébrale. Ok. Voilà, donc ça c'est la phase d'examen pour s'assurer qu'ils soient aptes à combattre et on les examine aussi, on leur fait un examen médical bon, en amateur le jour même du combat et en pro la veille. Et la partie dopage, du coup, elle rentre dans la prise de sang ou ça n'a rien à voir? La partie dopage, elle rentre pas du tout dans la prise de sang. Comme je t'ai dit, on demande vraiment que 3 paramètres à la prise de sang, l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Tout ce qui est dopage, c'est l'AFLD, donc c'est la fédération de lutte contre le dopage, qui elle est indépendante. Ça veut dire que nous, on ne s'occupe pas du dopage. D'accord? C'est vraiment une entité à part. Ok. Ok. Nous, on est soumis par le secret médical, c'est-à-dire que on peut pas dénoncer un athlète qui serait dopé, même s'il nous le dit. Par contre, c'est notre devoir de l'informer du risque en cas de contrôle, de sanctions, etc. Tu vois. Ok, ok, ok. Ouais, parce qu'il y avait une histoire récemment, bon, on va pas forcément rentrer dans les détails, tu vois, mais c'était dans le combat de Saladin contre Ouais. Varela, où Bon, j'ai pas toutes les versions, tu vois, de cette histoire, mais j'avais cru comprendre que le médecin avait, du coup, dit à Wilson que, comme il était dopé sur le papier, eh ben, il serait déclaré perdant dans tous les cas, je crois, quelque chose comme ça. Donc, comment le médecin, il peut savoir ça? Comment ça se passe, en fait, concrètement? Alors, bon, déjà, moi, j'étais pas là, premièrement, donc je vais pas parler de ce dont je n'étais pas témoin. Ouais, Deuxièmement, on est lié par le secret médical, donc je peux pas te dire ce que j'ai appris moi. ok. Et troisièmement, toi, ce que t'en as appris, je pense, c'est surtout par le coach de Varela qui s'est exprimé publiquement. Ouais, Voilà. Donc, moi, j'ai forcément entre guillemets un devoir de réserve. Je peux pas parler, tu vois. bien sûr, bien sûr. Euh, mais ce dont nous on est au courant, c'est ce dont le combattant nous informe. D'accord? C'est-à-dire que c'est le combattant qui va nous dire quelque chose, ce à quoi on réagit. D'accord? Par un devoir d'information, comme je t'ai dit. Ok. Ouais, donc Voilà. il Mais n'y on a n'est pas pas de là, tests nous, qui sont pour faits. sanctionner. Non, non, pas nous. La FLD, oui, ils font des contrôles de façon aléatoire, tu vois. Donc en fait, tu ne sais pas si tu vas être contrôlé, et évidemment, c'est tout l'objectif, tu vois, de manière à ce que tu puisses pas anticiper le truc, quoi. Ok. Ah, c'est Voilà. intéressant parce que je pensais que les tests étaient analysés vraiment durant ce moment de pré-fight, comme tu dis, avec le Non, combattant sur un résultat d'analyse. Ok. non, en général, alors, je vais pas te dire de conneries, mais c'est en post-fight. D'accord, Parce qu'on ok. les voit en fait en post-fight, des fois ils sont là, justement, donc bah, après le combat, excuse-moi, où on les revoit. Et des fois, il y a des gens donc donc de l'AFLD qui sont là déjà pour s'assurer que même nous, on leur remette pas quelque chose, tu vois, genre je sais pas moi, un faux test d'urine ou j'en sais rien. Mhm. Donc ils sont présents mais nous on fait rien nous. Ok. C'est pas mon rôle. Très clair. Et alors du coup, la période fight, qu'est-ce que... Ouais. Donc du coup bah après bon ils vont combattre. Et en fait, nous, on est en bord, bah là, du coup, en MMA, en bord de cage, pour avoir une analyse visuelle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est prêt à intervenir en cas de besoin. Donc en professionnel, comme tu as compris, bah, c'est Jean-Marc Sen qui, lui, s'occupe directement du combattant et nous, en tant que médecin co, on l'assiste. Et donc en fait, en amateur, il y a un médecin par cage, parce qu'en général, maintenant, avec la popularité croissante du MMA, quand j'ai commencé, il y avait 1 à 2 cages. Maintenant, il y a 2 à 3 cages en événement amateur. C'est-à-dire il y a 3 combats qui se passent en même temps. Donc on est 3 médecins postés pour regarder. En professionnel, on est un médecin par coin. Donc peut-être à coin rouge, coin bleu. Et donc on est un médecin par coin.
et on s'occupe que de l'athlète qu'on surveille, tu vois. Mettons que moi, bah, par exemple, Benoît Saint-Denis, quand j'y étais, il était coin rouge, je crois, oui, coin rouge. C'est-à-dire favori, hein. Donc oui, on va dire qu'il était coin rouge. Et donc en fait, moi, je m'occupe que de lui, tu vois. Donc, par exemple, je peux rentrer à la pause entre les rounds pour regarder, pour l'examiner. Alors pas, enfin pour l'examiner de visu. Je peux pas lui parler, je peux rien lui dire, je peux pas l'examiner, je peux pas le toucher, juste regarder entre les rounds parce que je ne peux pas intervenir. Sinon forcément, si moi je commence à faire des choses, tu sais l'histoire de l'épine de Cédric Doumbé, Ouais. on a dit mais c'est juste une épine, il suffit de l'enlever. Mais non, parce qu'en fait, je sais pas moi, tu peux dire ça avec n'importe quoi. C'est juste une luxation, hop, tu leur mets l'épaule en place, on n'en reparle plus. Et là il gagne son combat. Bah non, il se l'est fait tout seul. C'est comme une blessure. Tu peux pas venir t'occuper de même de la moindre chose. Sinon c'est à l'avantage du mec qui est blessé et donc à la défaveur de celui qui est en face, tu vois. Voilà. Donc en fait, je peux rien faire, sauf si le combat s'arrête, évidemment, ou à ce moment-là, je m'en occupe. On essaye évidemment de faire le moins de choses possible face aux caméras, donc on s'occupe surtout justement en post-fight. Mais donc, même s'il se passe rien, on a une analyse visuelle de ce qui se passe, on regarde, c'est-à-dire que je me vois, par exemple, le mec, je sais pas moi, il se ramasse des middle dans les côtes, middle, 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 bon bah, en post-fight, je vais peut-être poser une main sur les côtes pour voir qu'il n'y ait pas une côte cassée, tu vois. Parce que avec l'adrénaline, quand tu sors, il y a plein de combattants juste après le combat, bah, ils ressentent aucune douleur, tu vois. Mm. Donc, tu es obligé d'avoir un examen conduit en fonction de ce que tu as vu. Le mec ne se prend pas de KO, mais pendant 3 rounds, il se fait massacrer, même s'il n'a pas de plaie, bah tu fais un examen neurologique, tu vois. Tu lui regardes la colonne cervicale, tu vois. Alors que si t'es pas là, tu peux pas conduire un examen en post-fight aussi précis que si t'avais pas que si tu regardais justement que si tu es au bord de cage. Mm. Et le troisième temps, bah c'est le post-fight, c'est après le combat, où là du coup tu vas t'occuper de l'athlète, et ça on les voit tous, systématiquement, tous les combattants en post-fight, même si par exemple, je sais pas moi, t'as un combat qui dure 30 secondes, le gars a gagné en soumission, c'est lui qui a mis la soumission, il a gagné aucun coup, on fait un examen sommaire, on s'assure que le mec va bien. Des fois il y a des gars qui nous disent, bah je vous ai pas dit, mais bah je te donne une anecdote, tu vois. Il y a un gars, bon, au début, maintenant, en fait, on les examine en sous-vêtements. Ils n'ont que les sous-vêtements. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on s'est fait avoir une première fois, au tout début, où il y avait un gars qui était tu sais, en legging, entre guillemets, c'est pas un legging, comment on appelle ça, tu sais, les base layers, là. Oui, oui, Euh, les collants, tu vois, de haut en bas, en fait. oui. Et en fait, le gars nous a dit, ouais, mais, donc on lui a dit, bah, mets-toi en sous-vêtements. Il nous a dit, bah non, j'ai rien en dessous, je suis à poil. Bon, on avait été sympa, on lui avait dit, bon, bah, ok, tu vois. Et en fait, il se trouve que le gars avait combattu comme ça. C'était en amateur, hein. Et en fait, après le combat, le gars nous avait dit, bah, en fait, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai une brûlure. Et j'avais peur que vous me contre-indiquiez le combat. Et en fait, le gars avait combattu qu'une brûlure, il avait gagné son combat et tout, c'était même pas sûr qu'on aurait forcément contre-indiqué le combat, mais il nous avait eu comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est pas rare qu'il y ait des gens, même qui ont des douleurs, qui vont pas nous le dire, qui vont nous mentir. Bon, ça, c'est leur problème, entre guillemets, tu vois, ils se mettent en danger eux-mêmes. Si tu mens au médecin, bah en fait, tant pis pour toi. Mm. Mais voilà, donc on fait un examen sommaire justement parce que des fois il y a des gars qui viennent nous dire, bah je vous avais pas dit, mais en fait, bah j'ai eu tel ou tel problème, tu vois. Ouais, Voilà. c'est comme quand il y a des... Bon là c'est plus pendant la période de fight, tu vois, mais quand il y a des contrôles au niveau des yeux, que tu donnes un chiffre au combattant, et que derrière t'as le coach qui tape, qui fait des tapes pour indiquer le nombre de doigts, quoi. Il doit y avoir Ouais. des petits moments où ça essaye de gruger pour combattre, quoi. C'est assez marrant. Bah, tu vois, dans le combat avec Benoît Saint-Denis, donc bah, Jean-Marc Sen, il lui faisait justement les chiffres pour essayer de voir s'il voyait. Ouais, Et en fait, il paraît, mais en fait, on n'a rien entendu, que tout le public criait les chiffres. Par exemple, s'il montrait 3, bah, tout le public disait 3. Mais nous, ouais. on n'entendait rien, en fait, tu vois, on n'entendait rien du tout, parce qu'on était, en fait, dans cette espèce de bulle, tu vois, où t'es concentré, et il n'y a rien d'autre qui existe. Comme quand toi, entre guillemets, tu pourrais être dans un combat, où il n'y a rien d'autre qui existe, t'es concentré. Bah, dans l'exercice médical, c'est la même chose, en fait, tu vois. On est là, on sait que, en tant que tel, il y a peut-être des milliers de personnes qui ont le regard braqué sur nous. Mais en fait, on est concentré dans ce qu'on fait, donc en fait, on en fait complètement abstraction. Malgré nous, en fait. Mais j'imagine que les combattants c'est pareil, hein. Ah ouais, bah oui, bah avec l'adrénaline, ça c'est normal. Et toi alors, donc avec Benoît,
pour citer cet exemple-là, le combat s'est arrêté au deuxième round, pendant le combat, du coup, enfin pendant Ouais. le round, du coup. Quand est-ce que À tu... la fin du deuxième round, avant la troisième reprise. C'était à la fin du round, quand même? Ouais, c'était à la fin de l'inter-round. Ok, Donc en fait on est monté avec Jean-Marc Sen pour le voir et hmm, c'est là que l'arbitre Marc Godard est allé voir Jean-Marc Sen parce qu'il le connaît, il sait que c'est donc lui le head doctor pour lui dire bah à la fin du round on met une pause pour que tu l'examines et que tu puisses dire s'il est apte ou non à reprendre. voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est tout le temps l'arbitre qui indique au docteur de faire un contrôle, ou des fois les médecins, pardon, disent, ouais, on a besoin de faire une analyse, là, justement. Alors normalement, quand ça se passe bien, l'objectif de l'arbitre, outre le fait, bah, en fait, il doit surveiller que tout se passe bien, et ça inclut aussi la condition médicale des athlètes, des combattants. Et donc, normalement, l'arbitre est censé, lorsqu'il le juge, justement, arrêter le combat pour qu'il fasse venir un médecin, bah, lorsqu'il juge que c'est nécessaire. Mais des fois, ça peut arriver que l'arbitre, pour une raison ou pour une autre, il l'arrête pas, et à ce moment-là, bah, le médecin, oui, il peut très bien dire moi je veux intervenir pour D'accord, pouvoir ok. faire un examen. Ok. Ouais, donc vous avez quand même Mais ce... c'est des situations qui sont exceptionnelles. Tu vois, là par exemple, bah, Marc Godard, il a dit bah j'arrête le combat Bien sûr. et tu iras voir. De Tu toute façon, vois. vous avez le même intérêt avec l'arbitre, quoi. C'est de protéger les combattants aussi, quoi. T'as remarqué Exactement. une différence je sais pas, dans le fonctionnement entre l'UFC, le PFL, parce que je sais que t'as fait quasiment toutes les organisations qui Ouais. se sont présentées, les grosses organisations qui se sont présentées en France. Je sais pas, il y a une différence dans la façon dont ça se structure, tout ça, ou... Alors le le PFL. Alors, je veux pas te dire de bêtises parce que je suis pas sûr à 100% de moi, mais le PFL, ils ont pas d'équipe médicale en France à eux. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, il faut que ce soit à des médecins français de travailler. D'accord. C'est pas à des médecins étrangers. On fait travailler nos médecins. Donc, il y a une fédération de MMA, du coup, bah, c'est les médecins de la fédération de MMA qui travaillent. C'est aussi pour ça que ça m'a permis, moi, en fait, de montrer mon sérieux, ma rigueur, mon implication, d'arriver, somme toute, assez rapidement à faire des événements importants comme l'UFC. Tu vois, c'est quand même, enfin, je sais pas, j'ai fait le médecin de l'UFC, C'est classe. c'est quand même assez incroyable, tu vois. Mm. Mais c'est justement par le fait qu'on fait travailler les médecins français. Et dans la fédération de MMA, on n'est pas beaucoup de médecins, tu vois, parce que c'est une fédération jeune. Il faut savoir que dans les médecins, nous, on apprend par exemple dans les cours de médecine du sport, dans les études, que quand tu as une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, par exemple, l'exemple typique qu'on prend, c'est le rugby. Bah, tu sors le mec et tu le remplaces par un autre, tu le sors du terrain et tu le remplaces par un autre gars. Dans les sports comme par exemple la boxe thaï, tu te fais compter. Mm. Donc ça veut dire que l'arbitre peut très bien dire bah t'as une commotion cérébrale mais tu continues. Et ça fait peur à raison à beaucoup de médecins parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et donc ça rebute un certain nombre de médecins parce que bah nous il faut bien comprendre qu'on a une responsabilité derrière. Tu comprends? On a une responsabilité et que s'il arrive quelque chose bah on est impliqué en fait. Mm. C'est aussi pour ça qu'on est aussi euh, intransigeant sur les examens qui nous sont présentés. euh, Justement parce que bah moi je suis pas coach, je suis pas combattant, enfin quand je suis médecin en tout cas, l'objectif c'est donc moi mon seul intérêt c'est la santé du combattant. Tout le reste ça le regarde lui, pas moi, tu comprends? Ouais. Voilà. Et donc euh, oui, en France, c'est aux médecins français de travailler. Et donc, en fait, dans l'UFC, dans le PFL, ils n'ont pas d'équipe médicale qui viennent. Dans le KSW, ils ont une équipe médicale, mais lorsqu'on les a vus, ils nous ont laissé travailler tranquillement. Et la différence, c'est à l'UFC, en fait, ils ont leur équipe médicale qui est là, qui est présente, mais qui peut rien faire. Et en fait, ils sont là pour, j'allais dire évaluer, mais pour, ouais, en vrai, pour juger ce qu'on fait. Ok. Nous donner des retours parce qu'en fait eux ils sont là sur tous les événements, ils se déplacent à l'international. Les médecins, c'est dans plein d'événements tu les vois, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Les médecins, mais il y en a deux et qui donc sont là pour nous assister, voilà, on va le dire ça comme ça. Mais il vous Mais parle sans sur... pouvoir rien faire en fait. Ok, d'accord. Et il n'y a pas un pouvoir, une pression Et ils peuvent rien supplémentaire, du faire. coup? Ouais. Bah si, mais en fait c'est une pression c'est une fausse pression, c'est que eux, ils veulent nous dire quoi faire, tu vois. Hmm. Bah, Voilà.
L'UFC aime bien contrôler hein, tout ce qu'ils font de toute façon, donc Voilà, c'est... Ok, exactement, tu vois. ok. Ah, c'est marrant. Ok, Morgan. Et euh, et t'as écrit un livre aussi. Ouais, C'était je, quand déjà? J'ai pas retenu la je l'ai date. sorti, mon livre, je l'ai sorti en 2021. Ouais, donc Et là, je avant... m'apprête à sortir une réédition. Oui, oui, bah oui. J'étais encore interne quand je l'ai sorti, le livre. Donc j'ai écrit un livre sur le sommeil. Ouais, et c'était venu... Enfin, d'où t'es venue l'idée de d'écrire un livre sur le sommeil, du coup? Et bah écoute, il y a deux choses. La première, c'est que euh, quand on parle de santé, on parle à juste titre de nutrition et d'activité physique, de sport. Et encore une fois, c'est à juste titre. Et il y a une chose qu'on omet complètement, c'est le sommeil. On sait fondamentalement qu'il faut bien dormir. Mais je veux dire, on te dit, ouais, il faut bien dormir, comme je te dirais, ouais, il faut faire du sport et de l'activité physique. Sauf qu'en fait, on va te parler, et avoir une bonne nutrition, une bonne alimentation. Sauf qu'on va vraiment rentrer dans le détail de l'activité physique, on va rentrer dans le détail de l'alimentation, et on va complètement occulter le sommeil. Donc pour moi, il y avait vraiment un grand manquement dans les piliers fondamentaux de la santé. Alors, il y en a d'autres, hein, par exemple, évidemment, le bien-être psychologique, le fait d'être stressé, voilà, ça peut être impliqué dans de nombreuses maladies à long terme. Mais Hmm. voilà, moi je trouvais que vraiment on parlait pas du sommeil. Typiquement, tu vois, tu avais l'espèce de... Sur Internet, c'est moins vrai maintenant, mais avant, tu avais l'espèce de bodybuilder américain dopé qui te disait qu'il allait s'entraîner à 3 heures du matin dans la salle et que toi, pendant que tu étais en train de dormir, c'est que tu étais quelque part un peu un fainéant. Ou le mec dopé, ou même pas dopé d'ailleurs, parce qu'avec leur influence, leur mauvaise influence pour le coup, qui te disait réveille-toi dans la nuit pour manger. Hmm. Quelle aberration, tu vois, quelle aberration sur le plan de la santé. Et donc ça c'est le premier versant. Le deuxième versant, c'est que moi-même j'ai été insomniaque pendant presque 3 ans, où j'arrivais pas à dormir malgré la mise en place de gestes d'hygiène de sommeil. Et en fait j'ai réussi à m'en sortir, donc maintenant je dors très bien. Et en fait, c'est ces deux paramètres qui ont motivé mon, 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 mon envie d'écrire un livre sur le sommeil. Et en fait, il y avait donc tu vois, il y a des très bons livres de nutrition, Hmm. il y a des très bons livres sur le sport, et je trouve qu'il n'y avait pas des très bons livres sur le sommeil. Il y en Hmm. avait des biens, hein, évidemment, mais par exemple, il y a un livre qui est un best-seller international qui s'appelle Pourquoi on dort. Il y De avait d'autres Matthew... livres qui étaient super. Ouais, Matthew Walker. Ouais. Euh, et lui, ce livre, bah, effectivement, répond à la question pourquoi on dort. Il répond super bien et il t'explique la physiologie du sommeil. Mais il t'explique pas vraiment comment bien dormir. Il y a des livres qui sont super sur la sieste. Donc le gars va te faire un livre entier sur juste comment bien faire la sieste. Et tu vas avoir d'autres gars qui vont avoir des livres un peu plus généraux, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Et en fait, moi, j'ai eu l'ambition d'écrire le meilleur livre sur le sommeil. Alors évidemment, c'est ambitieux. Je dis pas que j'ai écrit le meilleur livre, que c'est ce qui s'est passé, mais c'est l'idée avec laquelle je suis parti, tu vois. Parce que si c'est pour écrire de la merde, autant rien faire, hein, on est d'accord. Donc je suis Hmm. parti avec l'idée d'écrire, en fait, un livre qui serait... en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ce que j'estimais être tous les meilleurs livres. Attends, excuse-moi, il y a la caméra qui a bougé, je sais pas pourquoi. T'inquiète, pas de souci. Je vais la remettre comme... Attends, pourquoi elle s'est mise à bouger? Bon, c'est pas très grave. Euh, il fait un suivi ou pas? Non, c'est bon. Donc j'ai lu ce que j'estimais être les meilleurs livres sur le sommeil, et en Mhm. fait j'en ai pris la crème de chacun des livres pour en faire une espèce de condensé, de synthèse dans ce qui a été donc mon livre, tu vois, que j'ai donc appelé la formule du sommeil. Dans lequel tu Voilà. donnes des Et là je suis exemples en train de concrets, quoi. faire... Comment? Dans lequel tu donnes des exemples beaucoup plus concrets que ce qu'on peut retrouver de manière générale. Exactement, Enfin, en des fait, tu conseils vois. C'est-à-dire concrets, que, pardon. par exemple, toi, ça t'intéresse pas de lire 500 pages sur pourquoi on dort. Bah moi je te le résume en 20 pages. Mm. Pourquoi on dort? Et en fait, c'est ça qui te permet de comprendre, ok, on dort, parce que tu vois, ouais, moi j'ai pas besoin de 8 heures de sommeil, c'est des conneries, moi je dors 4 heures par nuit, ça me suffit. Bah en fait, si tu comprends, ou alors l'autre chose qui est à la mode dans le développement personnel, c'est lève-toi à 5 heures du matin, sinon t'es un fainéant. Bah en fait, pas pour tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui peuvent pas faire ça. Mm. D'ailleurs, la majorité des gens ne peuvent pas faire ça. Ils s'exposent à des risques s'ils se lèvent à 5 heures du matin. Et ben, très simplement, de façon assez succincte, je vais te l'expliquer dans le livre. Ah, c'est pour ça qu'en fait, faut dormir tant de temps. Ah, c'est pour ça qu'en fait, si je me couche trop tard, ou si je me lève trop tôt, j'ai des risques sur ma santé. On entend qu'entre 22 heures et 3 heures du matin, c'est les meilleures heures pour le sommeil.
C'est vrai ou c'est pas vrai, tu vois? Bah, tout ça, je l'explique dans le livre de façon synthétique, et c'est ça qui te permet après de mieux appliquer les gestes d'hygiène de sommeil que j'explique dans le livre. Parce que moi, j'estime que quand tu comprends ce pourquoi tu fais les choses, t'as plus de chances d'effectivement les appliquer plutôt que de faire les choses bêtement. Ça a une influence, du coup, l'heure du coucher ou l'heure du réveil sur ta récupération ou pas? Bien sûr. Ouais. Alors en fait, on a, pour l'expliquer assez simplement, on a ce qu'on appelle le chronotype. Le chronotype, c'est les heures préférentielles de coucher et de lever. D'accord? On parle donc de rythme circadien, ça veut dire que c'est ce rythme de 24 heures qui inclut donc l'état de veille et l'état de sommeil. Et ça, il est réglé par l'horloge biologique, la fameuse horloge biologique, qu'on appelle donc, c'est une structure cérébrale. Attends, j'ai l'impression qu'il me suit cet imbécile. Non? Ouais. Ouais, bah c'est pas Attends, grave, t'inquiète. ouais. T'embête pas, c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, il fait pencher, bon, c'est pas très grave. Si la caméra tombe pas, y a pas de souci, mais Non, il tombe pas, mais c'est une fonction intelligente, tu vois. Donc j'avais désactivé normalement. t'embête pas, Bref, et là, il s'est remis tout seul. c'est pas grave. Et donc, en fait, ce noyau suprachiasmatique, il s'occupe donc de gérer quand est-ce que tu vas vouloir te lever et quand est-ce que tu vas vouloir dormir. Et c'est un rythme, et en fait, lorsque tu cherches à déroger à ce rythme, tu vas avoir une moins bonne qualité, en l'occurrence de sommeil, d'accord? Ton sommeil est composé schématiquement de différentes phases, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, qui s'organisent en cycles de sommeil. Et en fait, ces cycles de sommeil ont des proportions en les différentes phases de sommeil qui évoluent au cours de la nuit. Et typiquement, on va avoir plus de sommeil profond en début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Du coup, si d'un seul coup tu vas grignoter sur ton sommeil en début de nuit, et ben tu vas perdre en sommeil profond. Et si tu te lèves trop tôt, tu vas perdre en sommeil paradoxal. Et chacune de ces phases offre des types de récupération différents. Tu comprends? C'est pour ça que du coup, si par exemple tu vas te lever 1 heure plus tôt, vas-y, j'ai l'habitude de me lever à n'importe quoi à 7 heures, je vais me lever à 6, ou je vais me lever à 5 heures du matin. En fait, je perds 2 heures de sommeil. Si tu prends sur la phase de sommeil de nuit, peut-être que je vais perdre 25% de ma nuit. Donc en fait, je garde 75% de ma nuit. Oui, mais non. Peut-être qu'en fait, tu vas grignoter dans 90% de ton sommeil paradoxal. Tu vois? Hmm. Et en fait, ce sommeil paradoxal, par exemple, il joue des rôles dans la récupération émotionnelle. Tu vois le monde de façon plus négative quand tu perds en sommeil paradoxal. Et c'est le sommeil paradoxal, donc tu vois, le sommeil profond permet d'avoir suffisamment d'hormones de croissance. Et c'est le fait d'avoir suffisamment d'hormones de sommeil paradoxal qui te permet d'avoir suffisamment de testostérone. Et quand tu perds ce sommeil paradoxal, tu peux perdre jusqu'à 10% de ta testo. C'est énorme, tu vois. Et ça donne des mecs derrière qui sont complètement déglingués, qui sont fatigués, qui n'ont pas suffisamment de testostérone, ou qui vont voir le monde en noir, et ça donne les espèces de coachs en développement personnel détraqués, qui vont te dire qu'en gros, le monde n'est rien qu'une bande de connards, tu vois, parce que les mecs, en fait, c'est le reflet direct de leur manque de sommeil paradoxal. Hmm. Ok. Et bien sûr, le chronotype peut être orienté par ton hygiène de sommeil, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle des avances ou des retards de phase, ça veut dire orienter tes gestes d'hygiène de sommeil de manière à se coucher ou se lever plus ou moins tard ou tôt, mais ce chronotype est quand même déterminé génétiquement, tu vois. C'est-à-dire que si tu es naturellement un couche-tard et un lève-tard, si tu veux te lever à 5 heures du matin, forcément, en fait, tu vas grignoter dans ton sommeil paradoxal et ou potentiellement profond selon ce que tu fais, tu vois, parce que tu as une marge de manœuvre qui est limitée et tu auras voulu la dépasser. Tu comprends? Comment on le trouve ce chronotype? Vu que c'est propre à chacun, il y a des techniques pour Ouais. que individuellement chacun puisse le trouver? Alors, il y a un questionnaire sur Internet qui est quand même assez bien fait, que tu peux trouver donc facilement sur Internet. C'est le questionnaire de Horn et Ostberg. Ok, je le mettrai en Voilà. description, ouais. Ouais. Et lui, c'est un questionnaire qui te permet d'essayer d'estimer de façon pas la plus précise possible, mais de façon assez précise, le bâton chronotype. Et toi, du coup, quand t'avais des problèmes d'insomnie, c'est un truc que t'as fait? T'as fait ce questionnaire-là? Ouais, t'es obligé de passer par toutes ces phases-là. Ouais. Tu vois? En fait, quand t'as des gestes d'hygiène, quand t'as une insomnie, il faut essayer. En fait, il y a une chose et son contraire. Il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté en en améliorant son hygiène de sommeil. Donc en faisant les gestes d'hygiène de sommeil qui sont résumés dans mon livre.
qui sont décrits dans ce que j'ai écrit. Et si jamais en fait tu arrives dans l'anxiété de sommeil, je vais expliquer ce que c'est, il faut faire tout l'inverse. L'anxiété de sommeil, c'est quoi? C'est tu te réveilles le matin, t'as passé une nuit de merde, Mm. t'es claqué, et en fait tu commences à te dire mais attends, pourquoi je dors mal? Je fais tout ce qu'il faut pour bien dormir. Je fais les gestes d'hygiène de sommeil. J'essaye d'avoir une quantité suffisante de sommeil. Mais j'arrive pas à bien dormir. Et en fait, c'est des pensées envahissantes, tu vois. Et en fait, à partir de là, il faut réussir à prendre de la hauteur et dire, OK, j'essaye d'accepter ce qui m'arrive. Tu vois, le sommeil, c'est un peu comme une bête sauvage. Une bête sauvage, un animal sauvage que tu traques. Plus tu cherches à traquer de façon bruyante et donc de façon montrer le sommeil, plus il va fuir, tu vois. Et à l'inverse, plus tu vas lui laisser plus tu vas, comment dire, lui laisser de marge de manœuvre, moins tu vas essayer de le traquer à tout prix, et donc plus tu vas accepter le fait que bah il te fuit, plus il va venir, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Moi, au bout d'un moment, j'ai accepté de me dire bon, je dors mal, et tu sais quoi, tant pis, tant pis. Demain sera une meilleure nuit. Et tu dors mal, et tu te dis demain sera une meilleure nuit. Et tu dors mal, demain sera une meilleure nuit. Et plus tu lâches prise, c'est ça le mot-clé, et c'est très compliqué, d'accord, de lâcher prise. C'est Mhm. vraiment un enseignement, tu vois. Je veux dire, il suffit pas de dire bah accepte ce qui t'arrive pour accepter. C'est un apprentissage. Et donc plus tu arrives à lâcher prise, plus c'est là que le sommeil revient. Parce que tu prends de la distance avec ces pensées envahissantes, tu vois. Et pour lâcher prise, des fois, Mhm. bah, en fait, il faut arrêter d'être dogmatique avec les gestes d'hygiène de sommeil. C'est marrant, hein, c'est très paradoxal, tu vois, C'est très paradoxal. parce que j'allais te demander Ouais. si justement tu traquais ton sommeil, toi, ou si tu conseillais Non. ça, tu vois. Alors, je conseille pas ça pour deux raisons. La première raison, c'est déjà à quoi ça sert. Écoute, on est dans un monde où on est toujours plus déconnecté de son corps. Moi, ma démarche, je fais beaucoup de méditation. Moi, ma démarche, c'est de dire, au lieu de vouloir te déconnecter de ton corps, reconnecte-toi avec ton corps. Est-ce que tu as besoin d'une montre ou d'un anneau ou ce que tu veux, un appareil connecté, qui te dise ah t'as mal dormi ou ah t'as bien dormi. T'es pas capable de le savoir toi-même quand tu te lèves de dire j'ai une nuit reposante ou pas. Moi, je me rappelle, alors je me souviens plus de la marque, je crois que c'était une Fitbit, parce que j'avais essayé à l'époque, une montre. Je me réveillais, je me sentais à peu près correctement, et la montre faisait un comparatif avec la nuit des autres et qui me disait 80% des gens ont mieux dormi que toi. C'est merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 80% des gens ont mieux dormi que moi, mais j'ai l'impression de me sentir bien. Et en fait, je te jure que ça a contribué à mon anxiété de sommeil, à me dire, mais attends, mais pourquoi 80% des gens dorment mieux que moi? C'est quoi ces conneries? Alors que je me réveillais, et ça c'était vraiment avant d'arriver encore une fois, vraiment au moment où je dormais mal, je dormais à peu près bien, et 80% des gens dorment mieux que moi. Bah en fait, c'est là que ça a commencé à tourner dans ma tête, à me dire, mais merde, pourquoi, tu vois? Alors que je me réveille en me sentant pas trop mal, tu vois? Donc ça c'est la première chose, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Et deuxièmement, c'est quelle est la justesse des appareils connectés? Parce que eux, ils vont te dire, ils vont faire une appréciation à partir de ce qu'ils estiment être un sommeil donc qui est riche en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Mais en fait, la seule vraie façon de le tester, c'est par des électrodes sur ta tête. Tu vois, Hmm. c'est pas par une montre, même s'il y a des marqueurs qui sont intéressants et qui te permettent d'avoir une estimation, et il faut bien le dire, une estimation de plus en plus précise. Mais quand même, tu vois. Donc moi, je ne recommande pas le suivi de sommeil, particulièrement si tu as des problèmes de sommeil. D'accord? Parce que tu as compris que donc, quand on est dans une question pathologique, on ne raisonne pas de la même manière que dans une question physiologique. Si tu dors bien et que tu es un athlète et qu'en fait tu es un athlète de haut niveau et que tu veux essayer d'optimiser chaque paramètre et que tu n'as pas de problème dans ta tête vis-à-vis de ta psychologie, ton rapport psychologique au sommeil, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, tu vois, essayer d'avoir un suivi et de dire vas-y, je vais essayer de voir comment je dors de façon un peu mieux traquée, si je fais telle et telle routine. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais si tu commences à dire vas-y, mon sommeil en fait est de moins en moins bien, je veux dire j'ai un moins bon rapport au sommeil à cause du fait que je traque
avec un appareil mon sommeil, alors arrête, tu vois. C'est exactement la même chose que les personnes qui voudraient perdre du poids, à qui on dit, bah tu vas traquer tes calories. Il y a des gens qui deviennent fous avec ça, Mm. d'accord? Ils deviennent dingues et ils finissent par avoir un rapport pathologique à la nutrition. Mais tu fais plus de mal que de bien, d'accord? Moi j'ai vu des dames qui avaient un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète avec la grossesse, et à qui on disait il faut arrêter les glucides. Moi, je porte pas forcément tous les glucides dans mon cœur. C'est vrai que je pense que les diètes low carb peuvent avoir leur intérêt. Pas dans le domaine sportif. Attention, pas dans le domaine sportif, mais dans le domaine de la santé. C'est quelque chose on va dire, c'est une prise de position, d'accord? Ça peut être controversé, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ces dames à qui parce que j'ai un exemple très concret, hein, ces dames à qui on avait dit dans la grossesse, bah, t'as un diabète gestationnel, un diabète dans la grossesse, il faut que tu fasses gaffe à tes glucides. La première chose qu'elles ont faite quand elles ont fini la grossesse, c'est se jeter sur le sucre et elles sont devenues obèses parce qu'elles ont développé des troubles du comportement alimentaire. Tu comprends? Et ben c'est la même chose avec une montre du sommeil qui peut déclencher des troubles du sommeil induits justement par ce tracking. Donc en fait, je peux pas donner de recommandation générale, tu vois. C'est toi et ton rapport à la chose étudiée. Ok, je comprends. Et alors toi, à titre perso, tu vois, personnellement, c'est quoi qui t'a, si tu devais me donner le top 3 des nouvelles pratiques ou de ce que tu as mis en place qui a vraiment changé ton sommeil? Alors, écoute, je vais te dire un top 3. Déjà, il y a un truc. Comme je t'ai dit, en fait, tu as une horloge biologique. Cette horloge biologique, comme je t'ai dit, elle peut être affectée par ton mode de vie. Et notamment, en fait, le truc qu'il faut pas faire, c'est les grasses mat. Ça veut dire quoi? Euh, Ton horloge biologique, en fait, je vais te dire un truc qui est assez intéressant. En fait, ton horloge biologique n'est pas de 24 heures. Ton horloge biologique, elle est entre 23h30 et 25h30, grosso modo. Et en général, elle est plus que 24 heures. Et c'est pour ça qu'en fait, le rythme du soleil est à suivre. On est fait pour suivre le rythme du soleil. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens qui ont, on appelle ça une inversion du rythme nictéméral, le nictémère, sans insulte, c'est ce rythme de 24 heures, comme le rythme circadien. Et les gens qui ont une inversion de ce rythme s'exposent à tout un tas de pathologies, justement parce qu'ils ne sont plus en accord avec le soleil. Le soleil agit comme comme un doigt mécanique qui remettrait à l'heure une montre qui se désynchroniserait tous les jours pour le remettre à l'heure sur un rythme de 24 heures. Il le resynchronise, d'accord? C'est pour ça qu'on est fait pour suivre le rythme du soleil, ok? Et en fait, si tu as des horaires de coucher et de lever qui sont euh, 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 pas réguliers, Ouais. tu ne pourras pas avoir un rythme circadien qui soit toujours le même. D'accord? Ton rythme circadien, il met quelques jours à se synchroniser. C'est-à-dire qu'il essaye de suivre, en fait, ce que tu fais. Tu vois? Il essaye de suivre ce que tu fais, ton rythme. Ça veut dire que si tu te forces à te coucher plus tard et que tu te forces à te lever plus tard, au bout de quelques jours, il va essayer de suivre le rythme. Mais du coup, si un jour tu vas te coucher à 22 heures, le jour d'après tu te couches à 2 heures, et puis le jour d'après à 23 heures, et après tu suis en termes de lever. Tu vas te lever un jour à 6 heures, puis un jour à 9 heures, puis un jour à 10 heures, puis un jour à 7 heures. En fait, il est complètement déréglé, ton rythme circadien, et il n'arrivera pas, du coup, à avoir un sommeil récupérateur et des phases d'éveil très importantes parce que ton rythme circadien te permet donc d'avoir les bonnes phases de sommeil lorsqu'il est bien synchronisé, mais aussi d'avoir euh, une impulsion d'éveil importante en journée. D'accord? Donc en fait, mon premier conseil le plus important, c'est d'avoir un rythme de lever et de coucher qui soit le plus stable possible. On va admettre plus ou moins 1 heure de décalage, d'accord? Et qui soit le moins fréquent possible. Évidemment, encore une fois, je te dis ça, faut pas être dogmatique non plus. On est des êtres vivants, des fois on peut sortir faire la fête, on peut, bah moi tu vois par exemple, là, je suis un peu fatigué cette nuit, j'ai fini, je me suis couché à 2 heures parce que bah je travaillais, mais c'est pas grave en fait, tu vois c'est pas grave, je me suis levé à la même heure que d'habitude et tout à l'heure j'irai compenser ce manque de sommeil, compenser entre guillemets, avec une sieste. Donc il vaut mieux faire une sieste plutôt que décaler ses horaires de lever, Ok. d'accord, pour essayer de pas décaler son rythme circadien. Ça c'est la première chose. Après, il y a un ensemble de rythmes de gestes d'hygiène de sommeil. Je vais pas te faire tous les gestes d'hygiène de sommeil, mais mon top 3, donc ça, mon top 3. Premièrement, c'est avoir des rythmes de coucher et de lever importants.
Deuxièmement, je vais te dire des choses en fait qui sont pas usuelles, d'accord, qui sont pas dites et redites. Je vais pas te dire encore, bah faut pas être devant ces écrans et tout le monde le sait, d'accord. Moi, il y a un truc qui a changé en fait, c'est que j'ai une espèce de rhinite chronique, c'est-à-dire que j'ai tout le temps le nez pris, toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis même fait opérer pour ça, ça a rien changé, ça a même un peu aggravé les choses. Ce qui veut pas dire que ça aggrave forcément, mais ça a été mon cas à moi. Et en fait, je respire par le nez. La nuit notamment, d'accord? J'ai tendance à plus à serrer la bouche la nuit, donc je respire avec le nez. Et en fait, ça me demande de faire un effort de respirer par le nez vu qu'il est un peu bouché. En plus, on a un rythme nasal qui fait que on va avoir tantôt une narine bouchée, tantôt l'autre. Et en fait, il suffit que mon rythme fasse que je bouche ma narine qui est pas obstruée à cause de la rhinite chronique pour que du coup ça me génère des problèmes de sommeil. Et en fait, moi j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, les bandes, tu sais, Qui de écarte. sommeil qui écartent, ouais, les écarteurs de nez. Et je te jure que du jour au lendemain, ça m'a changé mon sommeil. Ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, ça veut dire que ça peut être une solution intéressante pour les personnes qui souffrent comme moi de rhinite chronique. Il y a D'accord? rien, y a Du aucun jour au danger. lendemain, Il y a comment? aucun danger avec cet outil justement. Alors si, il peut y en avoir. Premièrement, alors il y a deux choses. Premièrement, moi j'ai vu, bah en fait, tu sais, le truc colle. Donc en fait, comme ça colle, moi je vois que j'ai un peu une espèce de rougeur, tu vois. Donc j'essaye de pas le faire tous les jours. J'essaye de le faire vraiment les jours où je vois que je suis pris. Et le deuxième, c'est que quand tu fais des traumatismes répétés, mais des fois il suffit de pas, enfin il n'y a pas besoin de traumatisme important, parce qu'à chaque fois qu'en fait je décolle le matin, bah il y a une résistance de ma peau, tu vois, et c'est notamment à ce moment-là que ça fait la rougeur. Répéter de façon tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça peut favoriser à terme la formation de certaines tumeurs, tu vois. Donc en fait, une tumeur au niveau du nez, une tumeur cutanée hein, Ok. de la peau, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça aussi que j'essaye de le faire le moins possible. Mais après, c'est toujours la même chose. Ces mêmes tumeurs peuvent être augmentées par le manque de sommeil. Donc après, c'est toujours, il y a pas, c'est pas une science précise. Je sais pas. Moi, j'essaye de le faire le moins possible. Mais en fait, en vrai, c'est quand même plusieurs fois par semaine, hein. Donc ça a vraiment été un truc game changer pour moi. Mais encore une fois, parce que je respire avec le nez, donc j'ai pas besoin de, tu sais, c'est le mouth taping, là, le fait de se mettre un scotch devant la Ouais. bouche, ouais, pour respirer avec la. Moi, j'en ai pas besoin parce que c'est naturel chez moi. Donc ça a été donc le deuxième game changer. Et le troisième, ça a été au niveau du réveil. Encore une fois, je te dis des choses qui sont pas vues et revues, d'accord? Il y a Hmm. des choses plus importantes que ça dans les gestes d'hygiène de sommeil, mais là, je te dis, c'est des choses vraiment qui sont moins connues et qui, pour moi, ont vraiment fait la différence. Et donc, le troisième, ça a été un réveil simulateur d'aube. C'est un réveil lumineux. En gros, tu te réveilles. Alors, normalement, quand tu as un rythme hyper précis, parce que tu as un rythme bien synchronisé et tu te lèves et tu te couches tout le temps à la même heure, théoriquement, t'as pas besoin de. T'as un rythme bien, tu sais, t'as un rythme bien réglé. Tu n'as pas besoin à ce moment-là de voir un réveil. Alors on le met toujours tu sais, par acquis de conscience, mais quand même. Moi, j'ai donc un réveil simulateur d'aube. Ça veut dire que c'est un réveil qui te réveille par la lumière et qui donc, comme son nom l'indique, simule l'aube. C'est pas un réveil sonore, c'est un réveil qui fait de la lumière et qui commence avec une lumière rouge, peu intense, et dont la lumière va progressivement devenir orange puis jaune pour simuler l'aube et donc te réveiller comme le soleil pourrait le faire naturellement. Tu comprends? Et en fait, ça te permet d'avoir un réveil plus progressif. Et donc c'est pas t'es en plein sommeil paradoxal et là d'un seul coup t'as l'énorme signal sonore qui te sort et là tu vois t'as l'espèce d'énorme inertie de sommeil, ça veut dire t'es encore à fond dans ton sommeil quand tu te réveilles. Et ça a vraiment, en vrai ça a vraiment changé mes réveils. Tu te réveilles de façon moins léthargique, donc tu récupères beaucoup plus rapidement, t'es beaucoup plus en forme après ta nuit de sommeil. Ok. Voilà, ça a été vraiment en termes d'outils entre guillemets, donc les deux choses qui m'ont vraiment changé mon sommeil et mon réveil. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'alimentation. Ouais. Il n'y a pas de complément alimentaire que tu as trouvé vraiment game changer, justement? Alors, bon, comme je t'ai dit, je suis en train de faire une réédition de mon livre sur le sommeil, et il va y avoir cette fois, j'avais parlé donc dans la première édition des compléments alimentaires, Mhm. et là je vais vraiment faire une vraie partie dédiée compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent une solution là-dedans, alors que pour moi, ça devrait être en dernier recours. Tout ce qui est d'ordre moléculaire, ça veut dire évidemment médicamenteux, mais aussi sous la forme de compléments alimentaires, ça devrait être
à la fin, d'accord? C'est pas, c'est comme tu vas t'inscrire à la salle, bah commence d'abord par bien t'entraîner avant de vouloir prendre de la whey, tu vois. Voilà. Hmm. Maintenant, les gars, ils sont pas encore inscrits à la salle, qu'ils ont déjà la whey, la créatine et compagnie. Non, il faut faire les choses dans le bon ordre, tu vois. Surtout en ce qui concerne le sommeil, pour savoir, pour pas avoir d'interférence, tu vois. Est-ce que ce que tu fais est permis par tes gestes d'hygiène de sommeil ou par quelque chose d'induit de façon moléculaire? Donc maintenant, tu poses la question, je te réponds. Alors, le truc qui est tout le temps évoqué, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui te permet de signaler à ton corps qu'il faut rentrer dans le sommeil. D'accord? Et en fait, cette mélatonine n'a de preuve vraiment pour les problèmes d'insomnie qu'à partir de 55 ans. C'est pas montré chez le jeune. À une exception, c'est l'insomnie d'endormissement, parce qu'il y a plusieurs types d'insomnie, et en gros, tu as l'insomnie où tu n'arrives pas à t'endormir correctement. Et là, dans ce moment-là, à ce moment-là, effectivement, la mélatonine te permet de t'endormir plus rapidement. Et elle a aussi des intérêts dans le jet lag. Tu vois, moi par exemple, là je vais à Bangkok Hmm. dans une semaine. À Bangkok, je vais prendre pendant quelques jours de la mélatonine. Ça m'aidera plus rapidement à me recaler. C'est montré pour le décalage horaire. Mais en fait, c'est pas Donc une vraiment cure montré d'une semaine, tu recommandes pour les décalages horaires? pendant quelques jours en fait. Et t'essayes de, tu vois, dès que tu dors mieux, bah c'est bon, tu arrêtes. Ok. Et en fait, il faut faire attention à un truc, c'est que il peut y avoir des effets placebo dans tout ce que tu prends. Hmm. Donc, c'est-à-dire que ce que tu prends fonctionne, mais c'est pas forcément à cause de la molécule, c'est à cause de l'effet placebo. Après, entre guillemets, la fin justifie les moyens. Donc, si tu vois que ça te fait du bien, pourquoi pas, du moment qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Mais il faut faire attention à la dépendance psychologique. Et ça, c'est un truc très important. C'est qu'il y a plein de gens chez qui tu n'arrives pas à arrêter les médicaments ou les compléments alimentaires parce qu'ils pensent ne pas pouvoir s'en passer. Tu vois. Et effectivement, quand tu vas leur arrêter, ils vont moins bien dormir à cause de cette dépendance psychologique. C'est pas une dépendance physique, mais les gars se disent ah, j'ai plus mon truc, j'arriverai pas bien à dormir. Hmm. En ce qui concerne la mélatonine. Alors qu'en fait, la mélatonine ne joue pas vraiment d'effet, c'est plutôt un effet placebo, entre guillemets. Elle peut aussi avoir un effet, hein. Il y a des gens il y a certains laboratoires qui font des mélatonines à libération prolongée, qui supposément pourraient avoir un peu plus d'effet. Bon, en vrai, ça reste à démontrer, tu vois. Mais je peux pas te dire la mélatonine est quelque chose qui est absolument démontré. Ce n'est pas vrai. C'est démontré à partir de 55 ans. Voilà. Après, tu peux avoir au Bah, et niveau puis des, avant pour le ça, coup, des. juste par rapport à la mélatonine, ouais, il faut aussi, avant d'en consommer en complément, il faut aussi, parce que c'est une hormone qu'on sécrète naturellement, que le corps, Ouais. donc il faut aussi bah, ne pas stopper sa sécrétion. Et je crois que la lumière bleue stoppe ça, enfin, a un frein là-dessus, il me semble. Exactement. C'est Mm. exact. Alors, déjà, la prise de mélatonine, même à long terme, n'a pas montré un frein sur la sécrétion endogène de mélatonine. D'accord? Ça n'empêche pas ta propre sécrétion. En revanche, ce qui l'empêche, et tu as tout à fait raison, c'est des choses extérieures telles que la lumière. En fait, les voies optiques sont directement connectées à ton hypothalamus, et c'est dans ton hypothalamus que tu as ton nœud suprachiasmatique qui est l'horloge biologique. D'accord? C'est pour ça que la lumière est un des synchroniseurs circadiens les plus importants que tu puisses avoir. Probablement le plus important. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle je te dis que avant de vouloir utiliser des compléments alimentaires, il faut d'abord avoir une certaine hygiène de sommeil. Pourquoi est-ce que tu voudrais prendre de la mélatonine par voie externe alors qu'en fait, t'as pas une bonne hygiène de sommeil et donc tu n'arrives pas à avoir une bonne. Donc, il stoppe cette sécrétion endogène. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Non, mais c'est... Bon, il y aurait tellement de trucs à dire sur le sommeil Ouais. que... Et après, ouais, pour quand même pour les citer, parce que tu m'avais demandé, il y a aussi deux choses qui ont montré leurs preuves sur le plan scientifique, même s'il faudrait de nouvelles études pour vraiment confirmer ça, qui sont un peu plus robustes. Et ça concerne la valériane et la passiflore en termes de de phytothérapie, pardon. D'accord, ok. Tu pourrais aussi avoir les huiles essentielles de lavande que tu peux mettre sous un mouchoir et tu le mets sous ton oreiller en inhalation passive. Alors attention parce qu'il y a certains perturbateurs endocriniens qui font notamment effet chez l'enfant, donc faut pas faire ça chez l'enfant avec l'huile essentielle de lavande. J'avais cru entendre Voilà. que le magnésium aussi, bon, c'est pas du coup une plante, mais favorisait le sommeil. Je sais pas ce que... Ouais. Alors encore une fois, alors le magnésium agit de façon indirecte. Il agit de façon indirecte parce que il, il permet une relaxation nerveuse, mais c'est pas ça qui agit directement sur le sommeil, d'accord? C'est indirect. D'accord.
Donc, Mais en fait, des choses comme ça, il y en a plein. C'est pour ça que je peux pas te citer tout, tu vois. Il y a plein de choses par exemple, une alimentation riche en fibres, en oméga 3, ça améliore le sommeil. En vitamine D, ça améliore le sommeil. Du coup, potentiellement, si tu te supplémentes en vitamine D, en oméga 3, potentiellement, tu améliores le sommeil, tu vois. Mais là, je te parle des éléments, des compléments qui seraient, entre guillemets, hypnotiques, ok, qui ont une action hypnotique, qui ont une action directe sur le sommeil. ok. Bon, je pense que le mieux c'est de d'acheter ton livre pour retrouver tous ces conseils. Tu sors la réédition d'ici combien de temps? Enfin, je pense pas que tu aies une date fixée, D'ici mais... quelques mois, parce que bon, là j'ai sorti les vidéos que je voulais sortir. Là, je repars en Thaïlande. Là, je fais un diplôme universitaire de traumatologie du sport. Les médecins avec qui je travaille ont un niveau stratosphérique, sur le plan traumatologique. Et évidemment, en fait, maintenant que je suis médecin du sport, ça veut pas dire que j'ai le même niveau que j'aurai dans 20 ans, et heureusement, tu vois, on continue de s'améliorer. Et en fait, parmi les formations qui permettent de significativement augmenter son niveau en traumatologie, donc en médecine du sport sur le plan traumatologique, parce que la médecine du sport c'est large. Tu peux faire les épreuves d'effort, c'est les médecins d'effort du sport qui te le font, tu vois. Donc il y a différents niveaux en médecine du sport. Et donc dans la traumatologie, je fais un diplôme universitaire qui me permette d'améliorer pour devenir bien meilleur. Et donc là, il faut que je m'attelle dessus pour bien travailler dessus. Et une fois que j'ai fini ça, là, je me concentre cette fois à 100% sur la réédition juste du sommeil que j'avais déjà commencé bien amorcé au préalable. Donc en fait, ça sortira dans quelques mois. Ok. Bon, bah, je mettrai le lien de toute façon en description du livre qui est déjà sorti en Ouais, 2021. ouais, mais en fait, ça changera pas grand chose. C'est surtout pour améliorer la bibliographie, le storytelling et on va dire faire une actualisation de certains points de vue que j'ai vis-à-vis du sommeil, compléter certains points de vue, certaines choses, comme je t'ai dit par exemple sur les compléments alimentaires. Mais ça, fondamentalement, ce sera grosso modo la même chose, hein. Ok, bon. Bah, je vais me le prendre aussi, je pense. Parce que je te dis, en fait, moi, c'est mon plus gros problème, tu vois, le sommeil. Donc, Mm. c'est le Mais c'est point le sur point le lequel. plus important. C'est Moi, je te dis, ça. si on me demandait s'il fallait retenir qu'un seul truc, alors évidemment, il n'y a pas besoin de retenir qu'un seul truc, c'est une fausse question, on est d'accord, hein. Mais le plus important pour moi, c'est le sommeil. D'accord? Bien C'est sûr. le plus important. Mais je le ressens aussi, hein, les périodes où je dors mieux, enfin, où je dors le mieux, c'est les périodes où je me sens aussi le mieux, tu vois. Donc, Exactement. je suis Tu peux, totalement d'accord là-dessus. tu peux mal manger pendant une semaine. Il n'y a pas beaucoup d'impact significatif sur ton quotidien. Il y en a, mais c'est pas non plus, ça va, tu vois. Tu peux être sédentaire, vraiment pas bouger ton cul de la chaise pendant une semaine. Il n'y aura pas énormément d'impact. Dors mal pendant une semaine, tu vois tout de suite la différence en aigu, en direct. Et sur tous les plans, je te parle pas que d'être fatigué. Tu tombes malade, tu t'embrouilles avec les gens parce que t'es énervé, ça te gâche la vie sur tous les plans, tu vois. Bien sûr. Et surtout quand tu fais beaucoup de sport, je pense. C'est fatal. C'est fatal. Particulièrement en endurance. Particulièrement dans les sports d'endurance, le sommeil a montré une altération des sports d'endurance plus que des sports de force, tu vois, des sports d'explosivité. Ah, C'est c'est... vrai aussi, mais c'est moins vrai. Voilà, dans les filières, on dit anaérobique. C'est plus vrai en aérobie qu'en anaérobie. Ok. J'aurais pu penser à l'inverse, tu vois, parce que du coup, on peut penser que un manque de sommeil baisse la capacité d'attention. Et donc, du... Exactement. C'est sur ces points-là que ça va changer, mais pas sur ta filière énergétique. D'accord, ok. Tu vois, mais tu vas avoir une augmentation de ton temps de réaction, une diminution de ta coordination motrice, etc. Mais sur la filière énergétique, ça changera pas grand-chose. Sur le plan anaérobie. Et en aigu, pas trop prolongé. Je parle bien de l'insomnie, d'une restriction de sommeil aigu et pas chronique. En tout cas, c'est ce que dégagent les études qui ont porté sur le sujet. Ok. Bon, bah, très clair. Je mettrai tout en description de toute façon par rapport à ton livre. Tu parlais du coup de la Thaïlande. Je veux quand même qu'on parle un peu de la Thaïlande. Je te disais que j'avais vu ta vidéo où tu Ouais, expliques un peu ton aventure où tu as fait un combat là-bas. ouais, Donc trop cool. Franchement, j'invite toutes les personnes à aller la voir parce qu'elle est vraiment bien. Mais merci. je voulais qu'on parle particulièrement, tu vois, de l'aspect médical, tu vois, de ce que tu as vu là-bas, de comment... Donc toi, t'as fait un camp de combien de temps? Un mois, c'est ça? Un mois et demi? Ouais, j'étais un mois là-bas. Ok. J'ai fait un camp de un mois. Là, j'y retourne pour à peu près un mois et demi. Mhm. Mais j'ai fait un mois. Et c'est quoi les petites blessures, les petits bobos que t'as eu dans ton camp? Parce que, bon, c'est inévitable, je pense, quand tu restes un mois et que Ouais, tu ouais. t'entraînes tous les jours, deux Alors fois en par vrai, jour.
Alors écoute, ça fait partie de la conclusion de ma vidéo où je disais en fait c'est vraiment la première fois où j'ai senti que j'ai vieilli, tu vois. Moi j'ai 31 ans donc je suis encore très jeune, on est d'accord. Mais quand j'entends par vieilli, c'est que j'ai fait un mois de sport, alors j'ai significativement augmenté ma charge d'entraînement et c'est la meilleure façon pour se blesser, donc c'est quand même un facteur de confusion entre guillemets, tu vois, c'est quelque chose qui explique directement l'incidence des blessures que j'ai pu avoir, mais j'ai clairement pu me comparer aux autres personnes. Bah, il y avait des gens qui étaient dans le camp jusqu'à, je me rappelle, il y avait des gars qui avaient jusqu'à 37 ans, et qui eux aussi étaient tous blessés. Là où les gars de 20 ans, ça faisait des mois et des mois qu'ils étaient là, 4 heures par jour, pas de problème, et les gars continuaient, parce qu'à 20 ans, tu te blesses moins qu'à 30, et tu te blesses moins à 30 qu'à 40. Et donc en fait, moi, les blessures que j'ai pu me faire, donc bah moi, tu sais, chaque camp a sa spécialité, ou on va Ouais. dire c'est les choses qu'il préfère. Et moi, dans le camp où j'étais, donc c'était les jambes en fait. Et je le savais, donc j'ai conditionné mes tibias en tapant dans le sac. Encore, j'envoyais des kicks, encore dans le sac. Et j'avais jamais eu autant d'aussi bons tibias qu'avant d'arriver à mon camp. Parce que vraiment, je te dis, quand j'ai commencé bah, la boxe, tu sais, tu tapes dans un sac, même un sac mou, et tu sens quand même que ça t'attaque un peu les tibias. Là, les sacs les plus lourds, les plus durs dans ma salle, j'envoyais des kicks à n'en plus finir, tu vois, sans rien ressentir dans mon tibia. Et pourtant, et même, tu sais, tu le sens quand tu pars, tu sais, tu bloques en sparring et tout, tu sens qu'en fait, ça te fait rien. Et là, en fait, rapidement, à force de taper, bah, j'ai commencé à sentir des douleurs qui n'ont fait que s'intensifier avec le temps. Mais encore une fois, c'est à cause de là. Moi, pour me préparer, je montais à 7 ou 8 heures d'entraînement par semaine. Il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est pas suffisant, mais on a tous un travail, on n'est pas des Mhm. athlètes de haut niveau. Et là-bas, j'avais entre 20 et 24 heures d'entraînement par semaine. Donc j'ai fait entre x3 et x4 d'entraînement, tu vois, d'un seul coup. Donc forcément, bah, ça m'a permis, enfin ça a entraîné des blessures. Et en fait, j'ai fini avec une périostite tibiale des deux côtés, alors que sachant que je tapais surtout, moi je suis gaucher, donc ma jambe forte c'est la jambe gauche, Mhm. et donc j'ai eu donc une périostite, et sur le plan des poings, j'ai eu un boxer knuckle, tu sais, c'est quand à force de taper, du coup tu te fais mal au niveau des phalanges. Et c'est vraiment les deux grosses blessures que j'ai eues. Non, j'ai eu une entorse aussi. À un moment, j'ai envoyé un kick, donc tu sais, quand bah, t'es en appui du coup sur ton. Moi, je suis gaucher, donc c'est mon doigt, mon pied gauche, donc t'es en appui sur le pied gauche, et t'es en appui sur le gros orteil. Et en fait, en mettant en appui, et bah, tu vois, typiquement, avec la fatigue à l'entraînement, tu as une moins bonne coordination motrice, et c'est à ces moments-là que tu te blesses. Parce que ça, c'est un grand truc que les médecins du sport se sont posés au bout d'un moment, c'est comment ça se fait que des athlètes, par exemple des footeux, tu vois, qui ont l'habitude de sprinter, qui ont des techniques parfaites, ou des mecs, je sais pas moi, tu sais, dans tous les sports en fait, dans le tennis, dans ce que tu veux, les gars ont des techniques parfaites et ils vont se blesser quand? Le jour de la compétition. Comment ça se fait? Et ben c'est parce que ils ont une fatigue accumulée au cours de l'entraînement, malgré toutes les récupérations qu'ils peuvent avoir. Et en fait, cette fatigue se traduit même à un niveau presque imperceptible, si on la mesure pas, par une altération, encore une fois, de la coordination motrice. Et c'est cette altération de la coordination motrice qui peut être susceptible par des micro-mouvements, il suffit de pas grand-chose, tu vois, pour entraîner une blessure. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait mon kick, j'avais fait des milliers de fois. J'ai fait mon kick, mon doigt de pied s'est retourné. En torse, j'étais gêné, je pouvais plus poser le doigt de pied. Tu vois. Donc voilà, c'est vraiment les trois blessures que j'ai eues. Et en fait, bah, à partir de là, sur place, il n'y a pas de moyens médicaux. Enfin, là, en tout cas, là où j'étais, il n'y en avait pas. Et donc, en fait, c'est moi qui ai dû me soigner tout seul. C'est bien normal. Et d'ailleurs, puisque bah, les gens, tu sais, quand tu as le temps de parler, puisque dans un camp où j'étais, tout le monde habite sur place, vit sur place. Et donc, en fait, bah, tout le monde sait ce que les uns et les autres font. Donc, moi, ils savaient que j'étais le médecin du camp. Donc, même les gens venaient me voir de façon assez fréquente pour me dire, bah, je me suis blessé ci, je me suis blessé ça, j'ai mal ici, j'ai mal là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est plutôt moi qui m'occupais des autres. Et donc, ouais, j'ai dû me prendre en charge moi-même, quoi. Ouais. T'as découvert des, je sais pas, des médicaments, des huiles, ouais, des produits qui étaient un peu locaux, thaïlandais, et qui t'ont assez surpris ou pas? Bah, en Thaïlande, déjà, quand tu vas en Thaïlande, il y a un gros marketing autour de la marque Counterpain. Euh, c'est à base de, alors je peux pas te dire de bêtises, je l'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est avec des plantes comme de Menthol. l'arpagophytum, du camphre, des menthols. C'est ce qu'ils mettent habituellement dans les plantes antalgiques, enfin dans les crèmes antalgiques. Et puis après, il y a évidemment les baumes du tigre.
Et puis il y a les huiles, tu sais, le Thai oil, là, le truc qu'ils mettent avant le combat. Et ça, Guanlang. en Ah fait, oui, en aussi. général, comment? Il y a aussi le Guanlang, c'est le, tu sais, l'huile essentielle. C'est un flacon avec une étiquette verte. Verte. Ah, je connais pas. Alors, c'est une huile enfin, c'est une Un huile. flacon transparent, ouais. Un flacon transparent, ouais. L'huile, elle est transparente, elle n'a pas de couleur apparente. Et c'est ouais, c'est le Kwanlong, c'est sûr, tu as déjà dû voir, c'est une étiquette blanche avec ouais, des écritures vertes, bleues et rouges, il me Ouais, semble. c'est possible. Et c'est bon, c'est un dérivé du baume du tigre, tu vois. Mais Ouais, ouais. c'est à peu près la même composition, ouais. Bah là, comme ça, je le vois pas, mais certainement, ouais. Mais grosso modo, voilà. En fait, bah, comment dire, j'ai rien appris de neuf, mais là-bas, c'est vraiment, voilà, le baume du tigre, le Thai oil, et leur marque à eux, le Counterpain, que les gens utilisent. Et en fait, ce à quoi il faut faire attention, c'est que les recommandations avec le temps changent. Avant, en France, on avait tendance, en France même dans le monde, hein, on avait tendance à dire, bah, devant toute blessure, en fait, tu vas mettre un anti-inflammatoire pour calmer la blessure. Et tu peux aussi l'utiliser par le froid. Eh ben, on est en train de revenir dessus petit à petit, puisqu'en fait, c'est plus recommandé dans les premiers jours d'une blessure, parce que les anti-inflammatoires et qui sont aussi ceux aussi que tu appliques par voie locale, par voie topique. Il y a toujours un passage dans le sang. Tu sais, quand tu appliques un truc sur ta peau, il y a toujours un passage dans le sang, même si c'est une minime partie. Et en fait, ça augmente le délai de cicatrisation. Tu vois. Donc Ok. c'est-à-dire que dans les premiers jours, il faut éviter d'en mettre. Le problème, c'est que là-bas, ils en mettent pour un oui, pour un non, mais comme tout le monde, tu vois, tous les athlètes mettent de la crème, mettent de l'huile, parce qu'on a plus ou moins tout le temps entendu dire qu'il fallait le mettre. En vrai, c'est pas vrai. Donc il faut. Après, ça dépend. Moi, par exemple, quand j'étais là-bas, j'avais une échéance. Je savais que j'allais combattre. Du coup, je devais m'entraîner pour continuer de progresser. Donc j'ai fait la stratégie, mais qui n'est pas une stratégie de récupération sur le plan de la lésion, mais j'ai fait une stratégie de me dire je dois continuer de m'entraîner et pour ça je dois pas avoir mal, au risque d'aggraver ma lésion. Et c'est pour ça que j'ai quand même j'ai continué les bains glacés et j'ai mis de la crème antalgique. Parce qu'il y avait ce contexte bien particulier d'entraînement. Mais si j'étais à la maison, que j'avais pas d'échéance et que j'étais pas à 2 semaines d'un combat, bah j'aurais jamais fait ça. Au contraire, tu laisses reposer. Enfin, tu laisses reposer. Tu laisses pas reposer. Je dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut avoir d'ailleurs une prise en charge accompagnée, notamment avec un kiné. Tu peux utiliser des médicaments antalgiques comme le Doliprane par exemple, mais tu vas éviter par exemple d'utiliser de l'ibuprofène, comme il y a plein de médecins qui vont te le donner, ou des urgentistes, des choses comme ça, tu vois. Mais bon, c'est de plus en plus connu qu'il faut éviter, en tout cas dans les 4 ou 5 premiers jours, tu vois. Voilà. Donc dans une condition vraiment de préparation physique de façon imminente, en étant t'as un combat de façon imminente, la stratégie c'est de diminuer la douleur et la lésion entre guillemets on verra après, tu vois. Ouais, ouais. Et ça passe par ouais, des anesthésiants vraiment rapides, genre le bain froid, des trucs comme ça, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ok. Non, bah c'est génial. T'as vu des combats un petit peu là-bas aussi? Bah t'as Ah bah combattu, ouais. mais t'as vu des Ouais, combats. j'ai vu le One notamment. Ouais. T'as pensé Ouais, quoi ouais. Parce que tu sais, c'est toujours. Quand t'as un métier et que tu te retrouves dans une situation. Tu vois, t'as ton œil de médecin qui a dû voir des choses, j'imagine. Alors écoute, comme je t'ai dit, moi je suis entre guillemets à l'école Jean-Marc Sen. Ça veut dire la rigueur, tu fais les choses bien. Et en fait, de ce que j'ai pu voir en Thaïlande, Hmm. c'est folklorique de mon point de vue de médecin. Ça veut dire qu'en fait, bon, déjà, la première chose, comme je t'ai dit, pour moi, le plus important, c'est la prise de sang. C'est que il va y avoir des effusions de sang. Bah, peut-être que toi, t'as le VIH. Bah, c'est quand même pas cool de le filer à l'autre. Bah, là-bas, dans les combats, il n'y a pas de prise de sang. Alors, je ne sais pas de ce qu'il en est dans les grands stadiums, tu sais, quand ils font le One, le Raja, le Lumpini, tu vois. J'en sais rien, ça se trouve, ils le font, donc je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Mais en tout cas, dans les plus petits stadiums, tu sais, les combats de marché, les trucs comme ça, il n'y a aucun examen demandé. Tu peux finir en sang contre le mec en face, toi ou lui, vous êtes peut-être malade, et vous le filerez à l'autre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. La deuxième, c'est le chaos. C'est-à-dire que tu as évidemment, donc comme là-bas, la boxe est le sport emblématique, la boxe thaï est le sport emblématique, bah en fait, bah, tu ramasses forcément des chaos, tu t'exposes au risque de chaos, et notamment chez les plus jeunes. Et tu as des gamins de 9 ans qui se prennent des chaos, qui se font compter, et des fois, tu sais, donc tu arrêtes au bout de 3 chaos.
Enfin, 3 KO. Et en fait, t'as des gamins de 9 ans qui se prennent les 3 KO. Mm. Et moi, de mon point de vue de médecin, je me dis, mais qu'est-ce que ces gamins vont devenir? Parce que c'est pas la première fois qu'ils en ont et c'est loin d'être la dernière fois. Et tu as des risques, notamment sur le, pas de multiples risques, mais notamment sur le plan neurologique, notamment de développer des encéphalopathies, donc des risques pour le cerveau à long terme, et qui existent dès le premier KO. Donc quand t'as des gamins dès 9 ans, ils se prennent des KO, ils se font compter, etc., moi ça me choque, tu vois, ça me choque, ça me marque en tant que médecin. Et la dernière chose, c'est qu'il y a plein de stadiums où il y a tout simplement pas de médecin. Moi, quand tu vois, j'ai combattu, j'ai mis un KO avec un coude. Franchement, le KO que j'ai mis, il était, tu sais, il y a des KO que tu prends, le mec se réveille direct, tout va bien. Là, le gars est resté 20 minutes vraiment dans le mal. Mm. Le médecin, en fait, c'était moi. Il n'y a pas de médecin. Mm. Donc, tu as les coachs qui arrivent, qui commencent à faire n'importe quoi. Donc, déjà, premièrement, devant tout KO est associé à une lésion cervicale jusqu'à preuve du contraire. Lésion cervicale, ça veut dire que tu peux très bien avoir une fracture. Une fracture, si tu fais n'importe quoi, ça se déplace. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau cervical? Il y a la moelle épinière. Si tu sectionnes la moelle épinière, tu deviens tétraplégique. Et selon le niveau, tu peux même faire un arrêt respiratoire. Là-bas, qu'est-ce qu'ils arrivent? Et que ça te fout des tartes et que ça tourne la colonne dans tous les sens, tu vois. Parce que c'est normal, c'est pas leur métier, ils peuvent pas le savoir. C'est pas un reproche que je fais. Le reproche, c'est de dire, c'est pas un reproche, mais c'est la constatation, la surprise de dire, mais il n'y a pas de médecin! Y a pas... Des gamins de 9 ans se prennent 3 KO, il n'y a pas de médecin. Les mecs, ils finissent en sang, il n'y a pas de médecin. Tu vois? Ils se font des fractures, ils se font toutes les légions, c'est normal, c'est le risque de la boxe, tu vois. Mais juste, il n'y a pas de médecin. Mm. Moi, c'est un truc, je me dis, mais comment c'est possible? Et tu vois, paradoxalement, en plus de ça, enfin, à côté de ça, pardon, moi j'ai l'impression que les combattants de Muay Thai, ils durent dans le temps, tu vois. Tu as plein de vieux qui coachent, ils ont l'air de quand même être bien conservés, les tailles. Moi, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a un biais de confusion. Ça veut dire que toi, tu penses à Senshai, tu penses à Buakao, tu penses aux mecs comme ça. Je pense Mais en surtout aux fait, coachs, tu vois, il y a plein de coachs, t'as pas vu les coachs, ils sont quand même âgés, ils sont bien conservés. ouais, mais ils ont quel âge? 60 ans? Non, ceux que tu vois, ils ont 40 ans. Moi, dans mon camp, j'ai des coachs qui s'approchaient de la soixantaine. Ça fait longtemps qu'ils combattent plus, hein. Ouais, Et heureusement. ouais, bien sûr. Mais les mecs à 40 ans, et encore, tu vois, c'est pas si fréquent que ça. Les mecs qui combattent pas comme avant. Moi, les mecs dans mon camp que je connaissais, ils ont tous fini avec des grosses blessures, même à la mâchoire, etc. Ouais. Et puis même, je te dis, il y a un biais, pour moi, il y a un biais de confusion. Tu vois, c'est comme pour un programme sportif. Tout le monde utilise son programme sportif et en fait, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que tu vois que les mecs pour qui ça a marché. Tous les laissés pour compte, les mecs pour qui ça a pas marché, tu les vois pas. Tu vois? Ouais. Tous les mecs qui se sont pris des énormes KO, sortis de circuit, terminés, merci, au revoir, grosse blessure. Parce que t'as plein de blessures. Luxation du coude, fracture de ceci, traumatisme crânien qui engendre cela. Tu sors du circuit, tous ces mecs, tu les vois pas. Ouais. Ça s'appelle un facteur de confusion. Tu comprends? Tous ces mecs-là, tu les vois pas, du coup, toi, tu vois ceux qui durent et tu dis, bah ouais, bah si, en fait, ils peuvent durer. Tu vois? Mais en fait, non. T'as un biais de confusion. Ouais. Non, bah ouais, c'est un biais cognitif. J'allais dire, c'est pas le biais du survivant, un truc comme ça, non? C'est pas... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme pour les études scientifiques, tu vois. Il faut savoir un truc, c'est que dans les études scientifiques, tu as, alors je sais plus si c'est 400% ou 700% de chances de plus qu'une étude soit publiée lorsqu'elle démontre ce qu'elle cherche à démontrer. C'est-à-dire quoi? Imagine, je cherche à démontrer que le baume du tigre est efficace dans les douleurs musculaires. Je vais faire une étude là-dessus, ok, c'est mon critère de facteur, est-ce que ça marche? Imagine, j'arrive pas à le montrer. En fait, c'est pas parce que j'ai fait l'étude que je vais la publier. Je peux très bien dire, en fait, tant pis, je ne publie pas cette étude parce que j'ai la mort, mon travail, il a servi à rien, etc. Je la publie pas. Du coup, c'est déjà de fait un facteur de confusion, puisque tu vas avoir les études qui ont réussi à montrer un intérêt. Du coup, tu vas dire quoi? Ah bah ça marche. Sauf qu'en fait, pour une étude publiée, peut-être que tu vas en avoir 7 qui n'auront pas été publiées et qui montrent que ça marche pas. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire super gaffe. Et tu ne peux pas le savoir puisqu'elles n'ont pas été publiées. Combien d'études ont été faites qui n'ont pas montré d'intérêt, ou qui ont montré, ça marche dans le sens inverse, tu es fabricant de médicaments ou de compléments alimentaires, tu vois qu'en fait ton médicament c'est de la saloperie et il fait plein d'effets secondaires, tu publies pas ton étude. Du coup, en fait, tu peux pas savoir vraiment quel est le niveau de gravité, d'effets secondaires de ton médicament, tu vois.
Dans des études précliniques, c'est plus compliqué que ça, évidemment, il y a certains, tu t'imagines bien qu'il y a quand même un certain nombre de législations autour de ça, mais c'est pour illustrer un principe qui est vrai partout, tu vois, c'est que tu as un facteur de confusion, c'est qu'est-ce que tu vois et surtout qu'est-ce que tu ne vois pas. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Non, mais oui, oui, totalement. Bah, merci beaucoup, Morgane, en tout cas. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à Là, du toi. coup, tu retournes en Thaïlande dans une semaine, tu disais? Ouais, dans 7 jours, je serai dans l'avion. Tu vas refaire un petit combat ou pas? Bah, j'espère. Ouais. Bon, on verra bien, c'est toujours pareil, les blessures. Je sais, de toute façon, je sais. Maintenant, j'ai récupéré toutes mes blessures, mais je pars de façon mieux préparée qu'avant. On verra bien bah, ce qui se passe sur place. Et puis la particularité en plus, c'est que j'ai madame qui me rejoint Cool. pour faire un petit tour. Et en fait, elle ne peut pas, comme moi, choisir de quand est-ce qu'elle part. Et donc, en fait, c'est malheureusement, ça tombe pile au milieu. Donc, en fait, je vais faire, si tu veux, 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, je m'arrête pour voyager 2 semaines et je reviens dans le camp. Est-ce qu'ils accepteront de me faire combattre dans ces conditions-là? Bah, on verra bien. Voilà, c'est surtout ça qui conditionne, je pense, le combat. Mais moi, j'espère. Bon, bah, génial. Bah, pour ceux qui veulent, du coup, te suivre, tu veux les rediriger où? Les personnes qui écoutent encore cette Et conversation. bah, j'ai Instagram, TikTok, YouTube, faut être moderne, hein, c'est DR Morgan Aldo, DR comme docteur. Ok, génial. Je mettrai tout, du coup, en description. Bah, Et merci bah, beaucoup, merci beaucoup. Morgane. Merci à toi.